Bonjour à toutes et à tous. Soyez bienvenus à notre deuxième rencontre virtuelle parlant d'art et mix de l'Institut culturel du Mexique en France, à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre célébrée le 27 mars et dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie, et plus largement du mois de la francophonie célébré dans les Amériques. Nous sommes heureux d'accueillir notre ami et complice David Ferré, fondateur d'Actualité Édition, pour une présentation de la collection Les Orfèvres dédiée à la dramaturgie contemporaine mexicaine. David sera accompagné par des personnalités du milieu théâtral et francophone que vous allez découvrir dans quelques instants. Pour la présentation, David Ferré est diplômé en mise en scène et dramaturgie de la RESAT, École supérieure d'art dramatique de Madrid. Après avoir dirigé la compagnie Sans Voix, il crée Actualité Édition en langue française et pour faciliter la circulation des auteurs hispanophones en langue française et encourager les échanges culturels et artistiques entre ces deux territoires linguistiques. Directeur de collection, il est spécialisé dans les écritures hispanophones de la scène actuelle et mène nombreux des ateliers des imaginaires, outre son activité critique et académique. Il fait partie du comité directeur du PEN Club français, où il est président du comité pour la traduction et la diversité linguistique, et c'est lui dédié au patrimoine littéraire hispanophone. En outre, il coordonne les comités hispaniques du réseau Erudram, dont il est vice-président. Alors, pour Actualité Édition, qui existe depuis 2008, est une maison d'édition française entièrement dédiée à la traduction des écritures hispanophones contemporaines pour le théâtre. Elle est unique en son genre et c'est que ses collections correspondent aux différents pays de langue hispanique. Elles sont toutes soutenues par des institutions culturelles internationales soucieuses de faire connaître la richesse et la diversité hispanophone dans l'espace francophone. Et à ce jour, elle compte 3 collections. Les Incorrigibles, comprenant 20 auteurs de la scène espagnole actuelle, les Gravitations, dédiées à la dramaturgie oraroyenne contemporaine, et la petite dernière, Les Orfèvres, qui, pour l'instant, compte 2 titres des écrivains mexicains, Itzel Lara et Alberto Villarreal. Actualité Édition développe des échanges culturels entre la France et les pays hispanophones dans les domaines du théâtre à partir des textes traduits et publiés, plaçant ainsi l'écriture et la traduction au centre du dispositif artistique. Tout cela dit, je vous laisse dans la trame passionnante de la dramaturgie mexicaine contemporaine et je passe la parole à David Ferré. Merci David. Merci Ingrid, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Ingrid pour cette présentation un peu trop longue pour David Ferré, mais en tout cas, elle mérite de justifier le fait de se retrouver ici aujourd'hui, puisqu'effectivement, nous allons célébrer pendant quelques minutes du théâtre et de la francophonie, à savoir de la traduction. Voilà. Donc, je crois que c'est plutôt ça qui me semble important de préciser pour ouvrir ce merveilleux dialogue et ces lectures qui vont nous être données. Je tiens à remercier tous nos invités. Claudia Pietri, de l'Organisation internationale de la francophonie, spécialiste de programme pour la promotion linguistique de la dite organisation. Antoine Spire, président du PEN Club français. Sylvie Mongin-Algan, de la compagnie NTH8 et de bien d'autres choses dont on parlera plus tard. Itziel Lara, surtout, qui est avec nous, une des dramaturges de ce projet, sans qui, bien sûr, ce projet n'aurait pas lieu. Itziel Lara et Alberto Villarreal, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui est pourtant bien là, puisque nous allons aussi parler de son texte et en lire quelques extraits. Et bien entendu, je remercie Christine Gagneux et Charles Gonzalez, deux vieux amis et de grands complices, en tout cas pour ce qui concerne les lectures de nos textes. Voilà, ceci dit, je vais d'abord passer la parole à Claudia Pietri, donc de l'Organisation internationale de la francophonie, qui va nous parler un petit peu, sans doute, des activités et des objectifs aussi de cette maison, dans la mesure où cette collection Les Orfèvres, dédiée au Mexique, donc, a été entièrement rendue possible grâce à un soutien de la dite institution. Claudia, merci beaucoup d'être avec nous et la parole est à vous. Merci David. Estimado público, queridos amigos del Instituto Cultural de México, muy buenos días a todos. Je suis heureuse et très honorée de représenter l'Organisation internationale de la francophonie et je tiens au nom de notre secrétaire générale, Madame Louise Mushikiwabo, à féliciter
l'Institut culturel du Mexique pour l'initiative d'organiser cet événement qui s'inscrit dans le cadre des célébrations du mois de la francophonie au Mexique et plus précisément de la Journée mondiale du théâtre. Je souhaite également remercier Actualité Édition, dont le travail de mise en dialogue des cultures est remarquablement bien mené par David Ferré, et le féliciter pour la capacité de s'adapter aux nouvelles contraintes de crise sanitaire et de continuer à œuvrer inlassablement pour le rayonnement de l'hispanophonie dans le monde. Je voudrais souligner également l'attachement de l'Organisation internationale de la francophonie à la diversité linguistique et culturelle qui est au cœur même de la philosophie et de la politique qui préside à nos actions, dans une optique de promotion de la langue française qui s'épanouit dans la richesse de ses expressions, qui s'épanouit aussi dans son dialogue avec les autres langues de l'espace francophone, l'espagnol bien entendu, mais aussi l'arménien, le khmer, le malgache, le vietnamien ou le peul, pour évoquer seulement quelques projets de traduction littéraire que nous avons soutenus via l'initiative Tempo Traduction. Actualité Édition a bénéficié de cette initiative qui lui a permis de traduire et de publier en français les pièces de théâtre de deux auteurs mexicains contemporains, Alberto Villarreal et Itzel Lara, et d'ouvrir ainsi sa collection Les Orfèvres dédiée au Mexique. Je rappelle également que le Mexique est un État observateur de la francophonie institutionnelle et nous sommes très heureux de contribuer à faire connaître son patrimoine culturel et littéraire. Actualité Édition est un des portails de cette riche diversité linguistique, parfois méconnue, de l'espace francophone et contribue à faire connaître par le biais de la traduction et de l'édition des œuvres contemporaines, représentatives et originales des différents espaces de la francophonie. C'est donc par le biais de la traduction que les patrimoines littéraires, les imaginaires et les savoirs ont vocation à traverser les frontières, à être connue et pérennisée, car la traduction que l'académicienne française Barbara Cassin définit comme étant un savoir-faire avec les différences, est le lieu même d'un dialogue fécond entre les langues et les cultures, et le lieu par excellence de rencontre avec l'altérité. Je tiens donc à saluer une fois de plus les organisateurs pour cette initiative réussie de mettre à l'honneur la traduction comme vecteur fondamental de dialogue et outil d'échange des savoirs et des idées qui permet, au-delà de la circulation des œuvres, le rapprochement des peuples et l'enrichissement mutuel. Rapprochement et enrichissement que le théâtre sait si bien le faire. Viva el teatro, viva la francofonía multilingüe, plural y abierta a la diversidad. Gracias. Merci infiniment, Claudia. Antoine Spire, président du Pen Club français, journaliste, éditeur, va nous parler également quelques minutes. Au nom du Pen Club, je me réjouis beaucoup de cette initiative. Je voudrais remercier bien sûr David Ferré parce qu'un accord de partenariat existe entre le Pen Club et Actualité Édition. C'est très important parce que non seulement il y a cet accord de partenariat, mais en plus, comme il a été dit tout à l'heure, à l'intérieur du Pen Club, il joue un rôle important pour faire valoir l'importance de la traduction. Et le fait que nous voulons donner à la traduction toutes ses dimensions pour permettre, si vous voulez, de prendre en compte la totalité du patrimoine culturel qui est le nôtre. De ce point de vue, je voudrais dire que grâce à David Ferré, nous allons au Pen Club initier 4 prix de traduction dans des genres différents à partir de cette année. C'est-à-dire que nous allons décider de couronner aussi bien un poète que les traducteurs d'un poète, que les traducteurs d'un roman, que les traducteurs d'un essai, de façon à ce que les traducteurs d'une pièce de théâtre, de façon à ce qu'on puisse rendre compte réellement et au fond braquer les feux de l'actualité sur ce processus de traduction qui nous donne accès au patrimoine culturel de l'humanité. C'est d'autant plus important que, comme vous le savez, au moment de l'institutionnalisation de la présidence des États-Unis, une grande poète américaine que tout le monde a écouté avec beaucoup de plaisir a lu un poème magnifique et qu'aujourd'hui les polémiques se déploient à propos de la traduction de ce poème. Et comme vous le savez, aussi bien chez les Basques que chez les Hollandais, la décision a été avancée par un certain nombre
de gens de la société civile, qu'on pourrait, au fond, n'avoir accès à ce poème que dans la mesure où on serait de la même couleur de peau et de la même origine que la personne qui a écrit le premier poème. Évidemment, le traducteur doit s'imprégner d'une atmosphère, mais je crois qu'il est essentiel, fondamental, et pour nous, Pen Club, ça fait partie de nos valeurs universelles, que n'importe qui d'entre nous, n'importe quel poète qui est compétent et n'importe quel poète susceptible d'avoir au fond une expérience du point de vue de la traduction est susceptible de rendre compte d'une poésie, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine et quel que soit son lien avec l'identité de la personne qui a écrit le premier poème, ce qu'on appelle le poème source. Pour nous, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, où on célèbre cette journée internationale du théâtre, je voudrais dire que c'est une période un peu particulière, puisque dans toute l'Europe, je crois que c'est d'ailleurs même dans tout le monde, il est très difficile d'aller voir une pièce de théâtre aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est le Covid. Eh bien, figurez-vous qu'en France, aujourd'hui, beaucoup de théâtres sont occupés. Et ces théâtres sont occupés, et c'est assez curieux, parce qu'au cours de ces occupations, on se rend compte que le théâtre redevient, je dirais, un rond-point de la pensée en acte. C'est quand même très, très intéressant. C'est-à-dire que dans ces sphères d'occupation, alors les journalistes en rendent peu compte pour l'instant, mais moi, nous avons au Pen Club des échos de ce qui se dit dans ces théâtres, et je dois dire que c'est assez étonnant. Hein. C'est vraiment la pensée en acte qui se retransforme. C'est vraiment le théâtre qui, aujourd'hui, prend toute sa dimension à travers ces occupations. Je ne sais pas ce qu'il en restera après le Covid, mais là, je crois que c'est une expérience extrêmement intéressante que je voudrais souligner. Ensuite, je voudrais dire que les pièces publiées par David Ferré, les pièces mexicaines qui ont été évoquées, évoquent opportunément, je dirais, la disparition des corps. Et nous sommes dans une période où les corps disparaissent effectivement. Et je voudrais dire que beaucoup d'intellectuels de par le monde n'ont pas toujours pris la dimension corporelle de leur intervention dans la réalité. On est toujours à essayer de féconder des idées, des émotions, mais on ne s'interroge pas toujours sur la place de nos corps dans cela. Je voudrais citer ici le dernier livre de Noël Châtelet, qui est un écrivain français extrêmement intéressant, qui s'appelle Laisse courir ta main, et qui fait le bilan d'une œuvre littéraire, d'une œuvre intellectuelle un peu exceptionnelle, où le corps joue un rôle essentiel. Elle nous explique comment toute sa vie intellectuelle, toute sa vie littéraire a été marquée par la manière dont son corps a été engagé, comme dans une performance théâtrale, a été engagé dans les livres qu'elle a écrits. Et de ce point de vue, on peut dire que pour un certain nombre de gens, le corps se rebiffe. Le corps se rebiffe, c'est-à-dire le corps, quelquefois, vous laisse tomber. Le corps n'est pas au niveau de ce qu'on voudrait qu'il soit pour pouvoir parler, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir échanger. Et réfléchir à cette autonomie du corps, réfléchir au rôle de la psychanalyse dans la manière dont le corps s'exprime. Je pense à un autre livre qui vient de paraître en France, qui est un livre de Fabienne Martin-Juchot. Fabienne Martin-Juchot a publié aux presses universitaires de Grenoble un livre qui s'appelle L'aventure du corps, qui vient de paraître. Et elle montre qu'avec des gestes du corps, d'une certaine façon, nous disons des choses que quelquefois nous ne savons pas que nous sommes en train de dire. Parce que notre corps parle par-delà nous, et par-delà ce que nous croyons intellectuellement ou rationnellement exprimer. Et je voudrais dire que, de ce point de vue, c'est réfléchir au fond à ce que la psychanalyse nous dit en la matière. La psychanalyse nous dit pas mal de choses sur la manière dont le corps réagit. La psychanalyse a été longtemps méprisée, et vous savez qu'en France, comme en Israël, on a, avec cette fameuse série d'émissions qui s'appelle En thérapie, on a revu quelques émissions, quelques manières de traiter psychanalytiquement un certain nombre de personnes. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les corps parlaient et qu'on pouvait analyser et comprendre comment les corps parlaient malgré la présence du langage ou à côté de la présence du langage. Voilà ce que je voulais dire pour dire que le théâtre, c'est une expression essentielle de notre patrimoine culturel, mais qui s'exprime aussi bien par le geste, par le corps, que par le contenu de ce qu'il dit. Merci Antoine, merci beaucoup pour vos contributions et vos propos, autant Antoine que Claudia.
Alors, avant de s'engager dans les lectures, je voudrais tout de même, si vous me permettez, prendre la parole quelques minutes, peut-être pour, de façon dramaturgique, faire écho à ce qui vient d'être dit, puisqu'effectivement, c'est la journée mondiale du théâtre et c'est aussi celle de la francophonie. Le théâtre, la dramaturgie, la traduction, la francophonie, c'est quand même une question c'est surtout une question d'altérité. Et la question de l'altérité n'est pas seulement une question politique ou institutionnelle, elle est aussi une question purement intime, effectivement, et on le voit chaque jour dans nos vies quotidiennes. Je crois que j'en suis même certain, les deux textes qu'Actualité Édition a sélectionnés pour représenter la grande richesse de la dramaturgie contemporaine mexicaine sont des textes qui parlent, qui traitent d'une certaine façon ce rapport à l'altérité. Ce n'est pas une thématique, mais c'est un rapport à l'altérité. Ça, c'est un premier point et je trouve que c'est assez singulier, car en tout cas, je n'ai pas retrouvé cette dimension-là de l'écriture dans les dramaturgies espagnoles contemporaines, par exemple. Donc, j'imagine qu'il y a sans doute quelques raisons et nous essaierons de les entendre par les lectures des textes et aussi par le dialogue que nous établirons avec Itziel là tout de suite. Le deuxième point, c'est reprendre ce qui a été dit sur Actualité Édition. La ligne éditoriale de cette maison, outre le fait qu'elle est la seule à vraiment publier, j'allais dire, quand je dis vraiment, je dirais à publier des textes non assujettis au plateau, c'est aussi revendiquer le fait qu'un texte de théâtre, quoi qu'on en pense, une dramaturgie, c'est aussi du théâtre. Et que, bien sûr, le plateau est essentiel, il est central, mais que la lecture est tout aussi essentielle. La lecture intime, justement, et individuelle d'un texte constitue un imaginaire, en tout cas que nous souhaitons réhabiliter. Et c'est la raison pour laquelle nous créons ce répertoire éditorial qui, j'insiste, n'est donc pas assujetti à la production scénique, ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue esthétique. Et ça, c'est un point très important que je rappelle systématiquement. Les choix sont sélectionnés pour des raisons textuelles, dramaturgiques, et non scéniques et esthétiques. L'appareil de production dans tous les pays, en France en particulier, formate d'une certaine façon ce qu'il considère comme être ce qui lui revient ou ce qui lui correspond le mieux. Et il me semble que par rapport à la dramaturgie contemporaine et à la traduction, c'est une façon trop réductrice de vouloir faire valoir ce que sont les dramaturgies hispanophones. Par conséquent, j'insiste beaucoup sur le fait que de parler de diversité linguistique, c'est aussi parler de diversité de genre, c'est aussi parler de diversité de formats dramaturgiques, dramatique, post-dramatique, adramatique, etc. Et nous l'entendrons tout à l'heure. Et je crois que cette diversité-là, on en parle trop peu souvent, la diversité des formes d'écriture au théâtre. Et en tant que maison d'édition, ce qui me semble important, c'est pas d'être l'extension donc d'un appareil de production, mais bien faire valoir, bien présenter ce qu'est cette richesse-là au public français. Et pour clore cette rapide introduction, reprenons le propos d'Antoine Spire, le corps se rebiffe. Oui, il se rebiffe depuis fort longtemps, me semble-t-il, mais d'autant plus en ce moment. Pour ce qui concerne la question, en tout cas la dimension ou le territoire mexicain, le corps se rebiffe, mais surtout il disparaît. Le corps est assujetti à une violence que nous connaissons tous, celle des narcos en l'occurrence, mais ne nous leurrons pas, c'est pas non plus singulièrement mexicain que de voir des corps disparaître dans une société. Et pour preuve, nous voyons des corps disparaître tous les jours aujourd'hui dans notre société dite non assujettie à un système mafioso. Voilà, ça c'est dit. Et par conséquent, je voudrais quand même préciser que dans ces textes que nous avons choisis après des dizaines et des dizaines de lectures, ce qui en ressort, c'est que le corps, se rebiffe, mais surtout le corps se démantèle. Et je tiens beaucoup à cette notion-là d'un point de vue dramaturgique, notamment dans le texte d'Itziel Lara. Dans tous les textes d'Itziel Lara, le corps se démantèle, le corps est marionnette, le corps se fragmente, et c'est là une singularité vraiment forte et importante dans toute l'œuvre d'Itziel Lara. Et dans l'œuvre d'Alberto Villarreal, on a plutôt un corps qui s'envelit, ou qui est enseveli par notre civilisation plus que notre société. Et de ce point de vue-là, c'est un autre rapport au corps qui est mis en œuvre par l'écriture elle-même. J'insiste, ce ne sont pas des thématiques qui sont sélectionnées. Voilà, donc ça, c'était les grands points que je souhaitais en tout cas présenter initialement pour maintenant se mettre en route si ce n'est pour le Mexique, pour la dramaturgie mexicaine, et donc grâce à Charles Gonzalez et Christine Gagneux, commencer à lire quelques fragments du premier texte, donc qui est celui de Itziel Lara. Je ne me souviens toujours pas de son visage. Itziel, si te parece bien, vamos a leer fragmentos. Y luego vas a hablar con Sylvie un poco de tu texto conmigo y es Sylvie quien te va a traducir para un poco renovar la situación.
Donc Charles et Christine sont en train de se préparer, tout comme moi, à ouvrir le bal avec ce texte donc de la collection Les Orfèvres chez Actualité Éditions. Le synopsis est assez court. Je ne me souviens toujours pas de son visage, parle de notre attachement à la terre et à sa mémoire, de l'expropriation à l'expulsion. Sous forme de contes dramatiques et d'hyperboles, la violence y est sans commune mesure, nous donnant à voir la dévastation du territoire mexicain. Jamais frontale, toujours avec délicatesse, l'œuvre construit elle-même ses images, bien qu'elle s'appuie sur un fait avéré, celui des villages dits magiques, pour composer un tableau autonome de son origine. Les personnages, abandonnés au milieu d'une guerre invisible, sont victimes de narcotrafiquants. Les complices, eux, sont flous et moins tangibles. On passe dans un village, le village de Mier, qui est brisé lorsqu'une tête apparaît, une tête découpée, coupée, tranchée, littéralement au bord d'une route, à titre d'avertissement des narcos. Elle parle, mais elle ne se souvient plus de son âge. Elle est là depuis toujours, dit-elle, cette tête. Donc, cette tête coupée, c'est aussi la trace d'une origine lointaine. Elle est une preuve du crime organisé et devient la protagoniste de ce drame de facture surréaliste qui rompt tous les codes de la vraisemblance pour nous mener dans un espace imaginaire où dignité et solitude vont main dans la main. Itziel Lara reprend le dispositif dramaturgique d'une œuvre parlante, qui est donc un format historique de l'œuvre théâtrale, tout comme le programme gouvernemental mexicain Magical Town, destiné à stimuler le tourisme dans certaines villes. Charles, Christine, vous êtes là. Oui. Tableau 1. Côté court, une petite maison, très petite, presque une maison de poupée. C'est la ferme de San José, propriété de Don Alejo. Progressivement, une lumière ténue éclaire la ferme. Le jour se lève. Don Alejo, un homme de 70 ans, de bonne constitution et chaleureux. Il doit se baisser pour passer par la porte. Dans sa main, une lettre. Il la plie et la glisse dans une enveloppe. Marie. Marie. Silence. Le soldat arrive. Il se regarde. Bonjour. Marie. Il n'y a personne? Par ici, il n'y a personne? Vous venez des environs? Il est 7 heures du matin. Je viens de faire ma ronde habituelle et rien en vue. Pas même Marie? Rien à l'horizon. Bizarre. Marie est quelqu'un de très responsable. Les derniers camions sont partis cette nuit. Elle est sans doute à des kilomètres et des kilomètres déjà. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Je n'aime pas les gens qui désobéissent. La récolte approche. Impossible. Qu'est-ce que vous avez dans les mains? Là? Rien. Marie arrive, une femme de 29 ans, mince et mélancolique. Bonjour. Excusez le retard. Alors, vous allez l'envoyer? Non. Je vais la relire et la corriger. Marie lui fait une bise sur la joue. Don Alejo. Un jour, ce papier va finir par tomber en miettes à force d'effacer ce que vous y écrivez. Elle file et entre dans la ferme. Le soldat ne la perd pas de vue, le visage radieux. Je dois vous laisser, le devoir m'appelle. Don Alejo est sur le point d'entrer dans la ferme. Marie doit évacuer ce lieu, Don Alejo. Tout de suite, dites-lui de ma part. Don Alejo relève son chapeau en signe de revoir. Il entre dans la ferme. Le soldat reste sur place sans savoir quoi faire. Très bien. Tableau 2. Tu y es, Christine? Donc c'est... Ok, ça marche. Marie et Don Alejo, dans une chorégraphie parfaitement huilée, créent une minuscule vache presque de la taille d'un chien pékinois. Ils remplissent des seaux de lait qu'ils posent ensuite à côté d'eux. Ils en sont déjà à plusieurs douzaines. Non, C'est bien ce que je pensais. on naît et on meurt au même endroit. C'est naturel. Toi, tu es né à Miel. Je ne savais pas. Non, dans l'autre village, mais c'est ici que je veux mourir. Et pourquoi tu ne... L'autre village n'existe plus pour moi. Les gens sont partis, comme maintenant ils quittent celui-ci. Et ça ne se fait pas. Moi, je reste. La première fois que je suis venue, le premier jour, c'était au petit matin. Ce village m'a paru laid, aride. Puis,
les rayons de soleil qui venaient juste de sortir ont percé la cime de l'arbre planté au centre, le grand, à côté du kiosque. Ruben me tenait par la main. C'est bien la seule fois qu'il m'a tenue par la main. Puis j'ai vu Lalo, le garçon de la laiterie. Ils se sont dit bonjour comme une famille. Alors j'ai su que j'allais vieillir ici. Je te comprends. Donc la didascalie dit, ils se regardent tous les deux, ils se sourient, ils continuent à traire la vache. Tableau 4. L'aube. Don Alejo est assis sur une chaise, devant la tombe de son épouse. La tombe, à côté de la ferme, est pleine de fleurs jaunes. Don Alejo écrit une lettre au crayon, à papier, la corrige et la lit à haute voix. Ils disent qu'on ne peut pas rester, qu'ils doivent nous faire sortir d'ici pour des raisons de sécurité. Je ne les crois pas. Ne te fais pas de soucis, ce n'est pas si grave que ça. Et l'avantage, c'est qu'on est plus en sécurité quand on se promène dans la rue. On n'est pas nombreux à être restés, mais on ne partira pas. La vache va mieux, c'est ce qu'elle a dit. Du moins, ce qu'a dit le vétérinaire la dernière fois qu'il l'a vue. Elle est prête pour avoir un veau. J'irai bientôt au village voisin lui chercher un fiancé. J'aimerais t'inviter à la maison pour que ta mère et moi... pour que je connaisse notre petite fille. J'espère que tu pourras venir dès qu'ils te laisseront revenir. Ils disent qu'on sera mieux dès que tout sera fini. C'est pas si grave. Et l'avantage, c'est qu'on est plus en sécurité quand on se promène ici. La vache va bien, elle donne le meilleur lait de la région et elle va bientôt avoir un veau. Le branleur de sa maison. Ah, non. Au revoir. Je vais la poster. Il ne pleut plus. Quel dommage. Tableau 11. Le soldat et la tête, assis sur un banc, ils prennent le soleil. Le soldat prend des notes. Ils étaient donc 7. Oui, enfin, 8 avec moi. Avec toi. Tu faisais partie de la bande. Je ne m'en souviens plus. Le soldat le regarde un laps de temps, la tête ferme les yeux. Sérieusement, je ne mens pas? Preuve ne se souvient plus. Affirmatif. Et à quel moment Quoi à quel moment t'ont-ils séparé de ton corps? C'était la nuit. Non, c'était presque l'aube. 2 des 7 en question m'ont capturé. J'ai pleuré. La tête Oui. s'accroupit. Je me suis pissée dessus. Mais je ne suis pas un lâche. Non, j'ai tenu bon le maximum que j'ai pu. Ils ont dit que je ne leur servais plus à rien. Et alors l'autre, pas de ceux qui me tenaient, non, un autre m'a séparé. Et là, j'ai explosé en l'air. Vous pouvez donner l'heure exacte de cet événement? Eh bien, je pense qu'il devait être 4 heures. Un coq a chanté. Et avant qu'il me disloque, j'ai vu un rayon de soleil. C'était une très belle aube. Silence. Le soldat est sur le point de le prendre dans ses bras, mais il se ravise. Il est convenu que la mort, c'est-à-dire que l'événement, a eu lieu vers les 4 heures du matin. Oui, Et quelle était votre profession? coursier. Quelle sorte de message apportiez-vous? Quelle sorte? Je vous en supplie, arrêtez de me répondre par des questions. Eh bien, des messages vitaux de ceux que personne d'autre ne peut entendre. Avec des codes secrets. Plus ou moins. Entre chefs. Oui. Entre chefs de bande. Entre chefs de bande. Maintenant, je suis fait prisonnier. Nous n'avons jamais arrêté une tête. Et ça, c'est une bonne nouvelle? Il faut bien une première fois. Ça, c'est mauvais. Très mauvais. Merci. Tableau 17. Marie et Alejo sont assis. Ils égrènent du maïs. Et il ne veut pas parler. Je crois que non, ou je crois qu'il a déjà tout dit. Il parle seulement des hommes qui l'ont séparé de son corps, mais il ne se souvient d'aucun nom, ni de leur âge, ni de rien d'autre. Peut-être qu'ils n'existent même pas. Ou mieux, il les a peut-être vus dans un film.
Il a perdu beaucoup de sang, il confond la réalité et la fiction. Peut-être que rien de tout ça n'est vrai. Le doigt, et s'il l'est, Il était sûr que c'était pas le sien. oui. Il a dit qu'il était capable de différencier les doigts des autres et les siens. Et il a dit que nous étions tous en danger. Vous croyez qu'une sale affaire se prépare quelque part? Ils traînent par ici. Si, je les ai vus. Enfin, plus ou moins. Qui ça? Ceux qui ont coupé la tête de preuve. Silence. Où ça? À quoi il ressemble? Tu devrais t'en aller, Marie. Non, Don Alejo, vous dites de ces choses. Don Alejo se lève. Il ramasse les seaux. Ils sont dangereux, ils veulent nos terres. Tu es toute seule, c'est ce que tu as de mieux à faire. Mais vous aussi, vous êtes tout seul et je ne vous vois pas emballer vos affaires. C'est différent. Pourquoi? Allons, je suis un homme, je suis vieux. Vous êtes vieux? Ne dites pas des choses pareilles. Elle lui fait une bise sur la joue. Vous verrez qu'il ne se passera rien. À demain. Non, demain, non. Prends ta journée, ou mieux encore, va-t'en. À demain. Sérieusement. Il faut traire la vache. Plus tard, tu le feras, plus tard. Pas demain, je ne veux pas te voir par ici. Allez, file maintenant, il fait nuit. Mais Marie, c'est que... c'est que rien. Marie ne comprend pas. Elle marche lentement. Marie, Oui, dis à Dulce qu'elle parte aussi. mais Au revoir, Marie. Marie reste sans bouger, debout, un moment, mais en voyant qu'Alero rentre dans la ferme, elle s'en va. Elle s'arrête, réfléchit, puis se ravise. Enfin, elle finit par partir. Noir. Tableau 20. Dulce dans la maison. Don Alejo dehors. n'y va pas. Prends. Don Alejo sort une lettre. J'ai fini de la corriger. Envoie-la à cette adresse en espérant qu'elle soit toujours bonne. Envoie-la toi-même. Non, je sais. Ne l'envoie pas. Va la voir, je t'accompagne. Oui, regarde, je prépare ma valise vite fait et quand on reviendra, tout sera plus sûr. Non, je n'ai jamais quitté ce lieu. Je suis resté quand Rosa est partie en pestant contre moi. Je ne suis pas sorti pour la rattraper ni pour lui dire que sa mère était morte de tristesse. Je partirai encore moins maintenant. Envoie-la, s'il te plaît. N'y va pas. Je dois le faire. C'est ma ferme, ma responsabilité, ma vie. Non, laisse-les. Ramène la vache ici. Regarde, la cour est grande. J'avais 12 ans quand un matin papa est parti faire paître le troupeau. Le jour se levait quand il a croisé les bandits sur son chemin. Il est mort à 7h04. Je l'ai su parce que le coq a chanté 59 minutes plus tôt que d'habitude. C'est la seule fois que j'ai entendu un coq pleurer. Oui. On l'a enterré dans la soirée, il était défiguré par les coups. Je ne me souviens toujours pas de son visage. Ils l'ont laissé une seule vache sur les 30 vaches qu'il y avait. C'est celle-là qui a eu une autre qui est maintenant la mienne. Bon, il se fait tard. Don Alejo avance vers Dulce pour lui faire une bise. Elle rentre. Don Alejo ne sait pas comment faire. Il attend. Rien. Alors qu'elle s'apprête à partir, Dulce s'arrête à côté de lui. Elle le prend dans ses bras. L'accolade se prolonge. Je viens avec toi. Non, À quoi bon rester ici? ton fils va revenir. Tu sais bien que non. Emmène-moi. Don Alejo la regarde. Une autre accolade. Je m'en vais. Moi, Je le sais, et moi aussi à ma façon. Dulce le regarde s'éloigner. Le soldat, la tête et Marie s'approchent. Dulce regarde le soldat. Elle prend légèrement peur. Le soldat lui fait un signe comme pour dire « Pas d'inquiétude ». Merci. Merci Christine, merci Charles. Sylvie, tu es par là? Oui. Je suis là. Voilà. Itziel, tu es par là? Sí, Ok. aquí estoy. Voilà. Sylvie Mangin-Algan, qui connaît bien le Mexique et qui a connu, je crois, aussi Itziel Lara. Itziel ayant beaucoup travaillé avec une dramaturge importante, Jimena Exalante, va bavarder un petit peu avec Itziel autour de son texte. Et bien sûr, Christine et Charles, si vous voulez prendre la parole, comme tout le monde d'ailleurs, vous êtes tout à fait les bienvenus. Sylvie.
Bonjour Itzel, buenos días, et bravo pour ce très beau texte. Ce qui me touche beaucoup dans ton écriture, dans ce nouveau texte, enfin nouveau pour nous puisque nous le découvrons grâce à David, mais qui m'est aussi beaucoup plus dans un autre texte que David a traduit également, Anatomie de la gastrite, traduit en français également. Necesitas que hablo en español, quizás. A mí lo que me gusta mucho son también la disparición de las palabras dentro de tu texto. Ce qui me plaît beaucoup dans ton écriture, c'est la disparition des mots même dans ton texte. Es decir, que hay como huecos y cosas que desaparecen dentro de la materia textual y que lo que no es dicho es tan importante como lo que se dice, que il y a comme des trous dans le texte et que c'est aussi important ces disparitions de mots que l'écriture même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose un peu à la crête, comme ça, sans arrêt, qui nous amène en titubant, estamos titubeando, algo así, a través de tu escritura. Et c'est comme s'il y avait comme un secret, un mystère qui peu à peu s'éclaircit poco a poco. Estamos buscando las huellas del sentido et todo eso. Et c'est très, en même temps, c'est très ludique. Il y a une face, es muy, también hay mucho humor, una gran violencia y un humor. C'est un monde, donc c'est un monde où il y a beaucoup d'humour et de grande violence, et c'est un monde un peu enchanté, es un mundo encantado, pero como una pesadilla. Hay mucha infancia, es una pesadilla. Et ce que j'aime beaucoup aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'énigme théâtrale que ça pose. No sé cómo podemos representar tu obra. No sé cómo va a actuar la cabeza et je ne sais pas comment va jouer la tête, qui va être la tête. Je sais qu'il y a du théâtre de marionnettes, quizás con títeres o algo así. Mais pour moi, qui ne travaille pas avec des marionnettes, réellement, c'est une gageure, es un reto, un desafío dirigir una obra de Itzel Lara. La même chose avec l'anatomie de la gastrite et con el gato, que también es un personaje muy importante. Dans l'autre pièce, il y a un chat qui est très important. Ici, on a la vache minuscule. Et ceci me paraît vraiment intéressant, justement, sans arrêt, la réduction des animaux, los animales, enfin, las casitas, la vaquita, la chose petite. Au mexicain, souvent, au lieu de dire ahora, on dit ahorita, cette façon de réduire un peu sur les choses, qui fait vraiment monde enchanté et qui déréalise la grande violence du monde que tu décris. Es una manera no sé cómo decirlo en español, pero que hay una violencia y que gracias al universo de la infancia, que hay una posibilidad de aceptar, de recibir la violencia de tu mundo, de tu universo. Alors, grâce à ce recours à l'enfance, nous pouvons recevoir, accueillir la violence de ton univers poétique. Merci, merci Sylvie. Una pregunta, Itziel. Esta obra es una obra inverosímil, quiero decir que el tratamiento es inverosímil, ¿no? L'œuvre de ce texte d'Itziel Lara nous renvoie à une réalité invraisemblable au sens le plus théâtral du terme. Itziel, ¿podrías, no sé, quieres hablar de esto o otra cosa que no sea demasiado que pueda traducir? Sí, bueno, primero gracias por la invitación en este Día Mundial del Teatro, que creo que es bien importante porque estamos sobreviviendo. O sea, este año que nos encerró, los teatreros tuvimos que sobrevivir, ¿no? Entonces hay que festejar eso. Merci Itziel. Donc Itziel nous remercie de célébrer la Journée mondiale du théâtre, notamment cette année où effectivement nous avons été enfermés, littéralement. Alors, Itziel, sobre la cuestión de la verisimilidad, no sé, o lo que quieras comentar, que te parezca oportuno. Bueno, Don Alejo es una
progresión de una búsqueda que he estado haciendo ya muy consciente sobre el teatro que quiero dejar escrito. Le personnage de Don Alejo fait état de la recherche que mène Itzel et souhaite mener à son terme sur ce qu'elle croit que doit être le théâtre avec ce personnage de Don Alejo que nous a lu Charles. Que junta varias cosas. Primero, mi necesidad de crear un ritmo en la dialogación. Soy un músico frustrado, entonces tengo muy consciente la idea del ritmo y de cadencia y de silencio, ¿no? Premier point qui lui semble important de souligner, c'est la question du rythme qu'elle ne cesse de traiter comme, je cite, une musicienne frustrée dans les rapports dialogue et silence, notamment du texte. Y también soy un fotógrafo frustrado, entonces tengo muy consciente siempre la imagen. A mí me llegan las historias por imagen, ¿no? O sea, de repente me aparece algo y digo, claro, esto lo tengo que poner. Le deuxième point qu'Itziel souhaite souligner, c'est qu'elle est également une photographe frustrée et qu'à savoir la réalité lui apparaît en tout cas par l'intermédiaire, le médium de la photographie ou de photographie plus exactement, et que ce sont ces photos-là qui constituent la dramaturgie qu'elle essaie d'écrire par la suite. Y lo último es, sí, a mí me llama la atención y agradezco mucho que lo hayas notado, David, el cuerpo como elemento dramatúrgico, el cuerpo como destino. Et donc le dernier point, c'est le corps, ce serait le corps comme élément dramaturgique, si ce n'est thématique bien sûr, mais comme forme du texte lui-même. Et je me permets de préciser que tous les textes d'Itziel, que j'ai eu le plaisir de traduire en tout cas, sont des corps marionnettiques. Les textes eux-mêmes fonctionnent comme des marionnettes, comme des corps marionnettiques. Esto es, ya con esto concluyo, esto es porque desde chica crecí con, bueno, mi abuela tuvo Alzheimer, mi mamá y mi hermano fueron enfermos terminales, entonces decidí incorporar eso y mi búsqueda va en el sentido de crear un personaje, darle una corporalidad y que el cuerpo defina la historia. En fait, on terminera, enfin, Itziel termine sur ce point-là qui est important. Elle a été éduquée, élevée par une grand-mère qui est décédée d'un Alzheimer et d'une famille souffrante en général. Et par conséquent, c'est ce rapport souffrant au corps qu'elle a essayé d'assembler dans la figure de Don Alejo et de toute sa dramaturgie. Merci beaucoup, Itziel. Muchas gracias. Te quedas aquí con nosotros o como quieras, como puedas, obviamente, pero eres un poco la persona, con perdón, la más importante de este encuentro. Je voudrais quand même préciser la joie que nous avons et que j'ai à ce qu'Itziel soit tout le temps présente avec nous depuis le Mexique. C'est le seul avantage, me semble-t-il, de ces rencontres numériques, virtuelles. Mais Itziel écrit aussi beaucoup écrit beaucoup de scénarios. Et je crois que c'est intéressant c'est vraiment une écriture minimaliste qu'on a dans ces textes-là. Et ces textes, ceux de Itziel, je veux dire, minimalistes, c'est pas du tout comme on va entendre le texte d'Alberto Villarreal. Ce sont des dialogues très courts, très incisifs. Ce sont des photographies, ce sont des flashs. Toute la dramaturgie d'Itziel est aussi une forme de scénarisation du réel. Vous me direz que toutes les dramaturgies sont des scénarios, sans doute, mais pour autant, c'est plutôt, si on le lit d'abord, un scénario cinématographique, au sens où effectivement l'incarnation, elle est difficile à attraper à la première lecture dans les textes d'Itziel. Pour autant, c'est bien pour le théâtre qu'elle écrit. Et je crois que ça fait partie des enjeux majeurs pour précisément reparler de la traduction. On traduit bien sûr de la langue, mais on traduit aussi de la dramaturgie. Et le théâtre est une traduction. Et comment traduire effectivement cette question-là sur le plateau? Je ne le sais pas. Ça ne me relève plus de mon champ de compétences, ou en tout cas de mes propos. Je vous propose, avant, pardon, d'oublier ce que je voulais dire par rapport au texte d'Itziel également, la question de la réalité, du réalisme mágico, non? Del realisme mágico, cette chose tellement sud-américaine. Alors, on n'est pas en Amérique du Sud, hein, on est en Amérique centrale. Pour autant, la question du réalisme magique, ce n'est pas un texte qui renvoie à cette esthétique, on va dire ça comme ça, mais qui renvoie à cette réalité. C'est-à-dire que le Mexique a quelque chose de cette nature-là, de magique, au sens où trouver une tête au coin d'une rue relèverait de la magie, et pour autant, la réalité est bien construite comme cela. Et c'est là que je crois que la dramaturgie devient centrale, politiquement parlant, même pour essayer de faire état de ce qui se passe. Comme trace, c'est ce qu'on appelle les empreintes du réel. Et le théâtre a cette fonction, d'autant plus aujourd'hui qu'il disparaît effectivement du champ du réel.
Je vous propose de passer au deuxième texte d'Alberto Villarreal. Quelques mots sur Alberto Villarreal qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui parce qu'il est justement sur un plateau en train de répéter. Alberto Villarreal fait partie des grands auteurs contemporains mexicains, mais aussi metteur en scène. Itziel ne met pas en scène ses propres textes. En revanche, Alberto Villarreal le fait. Il a plus d'une quarantaine de mises en scène à son actif. Il est diplômé en littérature dramatique et théâtre par la célèbre université de l'UNAM à Mexico. Il a été en résidence à Londres. Il a parcouru le monde, soignant simple et synthétique, à travers les grandes institutions théâtrales comme le Lark Center à New York. La particularité, je dirais, des textes d'Alberto Villarreal, il y en a plusieurs, mais celle qui me semble la plus importante à souligner, c'est son rapport post-dramatique au plateau, à savoir qu'il a la langue qui est dans ses textes est une langue qui vient d'abord de ses comédiens, beaucoup en grande partie, mais aussi de ses lectures, hein, et que c'est cette matière sculpture qui fait que Alberto est aussi à la frontière des arts contemporains, qui constitue la singularité et la caractéristique de ces textes. Pour ce qui concerne celui-ci, la face B de la matière, hein, est un texte sur l'anarchie. Alberto traite beaucoup de la question anarchique aujourd'hui, sous forme de documentaire scénique. C'est le deuxième point commun avec le premier texte que nous avons lu, où la rhétorique n'est qu'une métaphore de l'échec. L'anarchie comme politique et comme caprice de la matière dans le corps, l'anarchie du premier acteur de tous les temps, Lucifer. C'est un récit de la dévoration des êtres entre eux et aussi de leur formidable capacité à détruire toutes les espèces vivantes. C'est une fable sur la vengeance de tout ce que les humains tuent pour qu'existent l'imagination et la fiction. Il y est question dans ce texte d'une meurtrière à qui l'on transplante le cœur d'un ours polaire et qui part faire un road trip d'hôtel en hôtel, composant ainsi un opéra à l'intrigue simple et classique. Un requin tombe amoureux d'une requine qui le repousse. Le requin lui apporte alors un petit bouquet de touristes ensanglantés en provenance d'une plage et chante tragiquement son amour. Enfin, c'est un récit sur ce que nous engloutissons et ce que nous recrachons de la matière et des mots pour combler le néant qui nous forme. La salle de théâtre où se joue la pièce devient alors l'un des protagonistes, un vide ancestral que les femmes et les hommes essaient sans cesse d'emplir. Christine, Charles, j'ouvre le bal avec en exergue du texte. La face B de la matière, ce seront les différentes versions que l'on pourra tirer d'un champ d'arbustes noirs pour le mettre en scène ou en mots. Ce texte attend sa décapitation. Il est en attente de mutilation et je ne peux pas dire, dans la mesure où c'est moi qui l'ai confectionné, que sa forme soit la meilleure. De fait, le problème formel qu'il pose concerne celle ou celui qui parviendra à l'ériger en hémorragie scénique. Notre liberté et notre plaisir consistent à donner une continuité à toutes sortes de monstruosités. Ceci n'est qu'un objet pour le papier, l'anarchie, la blessure, le sang et le soleil. Ours polaire au cœur artificiel. Nous ne pouvons pas nous connaître nous-mêmes parce que nous ne pouvons pas nous éloigner nous-mêmes. Toute connaissance relève d'un échec, de la tentative pour remplacer une matière absente. Qui vit entouré de la matière désirée n'a besoin de rien savoir. La connaissance est un poids fictif qui remplace le corps lointain et désiré. La douleur primordiale, le manque de matière désirée qui pèse sur notre matière. Naissance, quand quelqu'un de nous laisse libre avec notre propre poids et qu'on perd la mollesse que procure ce soutien. Sexe, quand nous échangeons un poids contre un autre, nous soutenons et sommes soutenus à la fois. Accouchement, quand le poids qui s'est construit et qui s'est soutenu lui-même au-dedans de son propre poids est libéré. Mort, quand il y aura un poids, mais qu'il n'y aura plus de personne. Poids mort. Au milieu de ces nœuds de lourdeur et de matière, tout est attente et nostalgie. Sagesse et connaissance ne sont nécessaires que dans l'abandon et la solitude.
Séparer une matière d'une autre, c'est ce que nous connaissons vulgairement comme étant le mal, la perversité, la violence. La bonté, ce n'est que de la matière réunie dans son propre poids. Je décris ce monde en des termes qui peuvent peser lourd dans le corps, sans la veine rhétorique des idées ni le recours au bavardage. Si l'on voit les choses comme ça, il n'y a que de la matière et il n'y a que de la méchanceté, ce qui est ensemble et ce qui désire la séparer. Je ne crois qu'en une morale bâtie de viscères et de sang. Merci. Page 34-35. Quelqu'un tombe amoureux d'une requine. La requine repousse le mal, comme le dictent clairement les intrigues de la vie et de l'opéra. Tout ça fait que le requin nage jusqu'à une plage et y cueille un petit bouquet de touristes. Et il porte ce bouquet de corps sanguinolents à la requine. Elle adore ce bouquet, mais elle méprise le requin. Et elle dit, « Si tu m'apportes toute l'humanité en un seul petit bouquet, je serai à toi. » Le requin détruit des corps qui flottent sur l'eau. Sur Terre, la vie bipède est d'ordre inférieur. La fine ossature ne dure pas dans la dentition qui grandit sous l'eau. Et le requin écoute sans répit la requine chanter dans son sang-froid. Apporte-moi toute l'humanité dans un champ décapité de fleurs. Apporte-moi toute l'humanité. C'est que toute l'humanité ne peut pas être contenue dans l'eau, mais la beauté réclame l'impossible et l'indésirable parce qu'elle est seule et possible et désirable. Et les oiseaux se posent sur le cœur artificiel qu'imagine un opéra. Un cœur artificiel qui aspire une sorte de graisse noire, coagulée, de lubrifiant jaunâtre, la manifestation des verbes pleurer et chier. Page 54. Un petit serpent s'était perdu. Sa mère n'avait pas pris la précaution de lui expliquer le chemin du retour. Le petit serpent rencontra une femme dans un arbre. Le petit serpent répéta 2 ou 3 trucs qu'il avait entendu dire par-ci et par-là. « Ce n'est pas vrai que Dieu ait dit, dit le serpent, en répétant ce qu'il avait entendu dire, désordonnant ce qu'il avait entendu dire par-ci, par-là. » Puis il poursuivit son chemin et retrouva sa mère à la nuit tombée. Elle lui servit des souris pâtissières parce que sa mère était heureuse de l'avoir retrouvée. Elle changea la peau du petit serpent et le mit au lit. La mère lui lut une série de petits contes parce que le serpent n'avait pas sommeil. Sur le mur de la chambre du petit serpent, il y avait un poster avec un cobra et un serpent à sonnette. Le petit serpent rêvait d'être comme eux en grandissant. Le petit serpent était plein d'obscurité, de tendresse et de peur, comme dans chaque commencement. Obscurité, tendresse et peur. Le petit serpent dormit et fit un rêve plein d'érotisme et de contes inavouables à sa mère. Cette nuit-là, le petit serpent nota dans son journal. Un chien guide accompagne une femme vieille et aveugle. Le chien porte un écriteau sur lequel est écrit « Ne me caresse pas, je suis en train de travailler ». Le chien a l'air vieux, la barbe pleine de poils blancs. C'est une scène douloureuse. Les chiens guides doivent être tués quand ils ont l'air vieux. Si leur flair et leur vue ne marchent pas à la perfection, ils ne servent à rien au travail. Ils ne peuvent pas vivre sans leurs aveugles, puisqu'ils ne les ont pas quittés un seul instant de toute leur vie. Ils doivent être assassinés, et l'aveugle cherche un nouveau chien. Cette image me réconcilie avec l'idée du sauveur, parce que ce dernier doit toujours être assassiné par ceux qui l'a sauvé. Peut-être que d'un côté, il s'agit d'une figure de bonté absolue, et de l'autre, de méchanceté absolue. Le petit serpent ferma son journal et s'endormit. C'est alors qu'il sentit dans la nuit sa sexualité grandir et le venin commença à ruisseler entre ses crocs. Puis, la tête tranchée du soleil se remit à tourner et l'hémorragie de la lumière le réveilla. Merci Christine, merci Charles. Ce texte, Alberto Villarreal, Sylvie, tu es là?
Oui, je suis là. Voilà, merci. C'est un texte dont la forme relève presque du conte, hein, qui raconte plus qu'il ne met en œuvre, ne met en drame. Toi qui es metteuse en scène, Sylvie, est-ce que peut-être ce genre d'écriture t'est plus familière ou moins familière? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une écriture à part entière et que déjà en tant que lectrice ou que lecteur, il y a une proposition poétique déjà à travers l'écriture qui est déjà pleine. Après, j'ai vu plusieurs spectacles mis en scène par Alberto Villarreal, dont un spectacle d'ailleurs que nous avions accueilli au NTH8 qu'il avait fait avec des étudiants du COUT qui avaient gagné le prix du Festival international du théâtre universitaire qu'on avait pu accueillir en échange dans notre théâtre. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans ces représentations qui est toujours à la fois, me semble-t-il, très ludique. Il y a un record, j'ai vu 2 mises en scène de lui et il y a un recours au chœur, hein, comme il y a souvent un chœur qui raconte une histoire et de là s'engagent des solos, il y a une forme un peu opératique, me semble-t-il. Donc moi je pense que c'est un théâtre qui demande qui me paraît requérir une grande nudité. Les images surgissent du texte. Le texte est, oui, truffé d'images et donc il faut leur laisser toute leur résonance. Ce qui est donc pour moi c'est toujours un peu les textes de lui quand je les lis sont avant tout une énigme et un voyage, une machine à rêver, une image. Et je pense que c'est un voyage dans nos propres songes qu'il convoque et qu'en tant que metteuse en scène, si je devais m'y aventurer, c'est par là que j'essaierais de partir en emmenant les autres rêveurs avec moi que sont les acteurs, parce que je pense qu'effectivement c'est une partition un peu opératique pour une bande de rêveurs qui parfois dialoguent ensemble et qui parfois s'engagent dans un champ individuel. De côté. Là, ce que ça m'évoque beaucoup, c'est quand même, c'est pour ça qu'il faut partir de rien, puisqu'il dit à quel point la création, il parle du théâtre même, hein, et participe à la destruction du monde, participe à la destruction des arbres, et que nous-mêmes, les humains et les artistes, nous mangeons nos morts pour créer le théâtre. Donc, je pense qu'il faut vraiment partir d'un rien. Puisque, au début, il y a une image magnifique hein, dans les didascalies, du bois qui saigne, les cerfs-volants qui traversent l'espace et le bois saigne et le théâtre fait saigner le bois. Enfin bon, c'est magnifique. Et bon, après, c'est évidemment irreprésentable. Donc, il s'agit pour moi effectivement d'une forme opératique et qu'il faut convoquer, faire partager un rêve au spectateur et en même temps un rêve qui suscite sa critique. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un voyage fusionnel. On doit, en tant que spectateur, et il nous propose ça sans arrêt, de faire un pas de côté et de réagir à la violence de ces propositions scéniques ou c'est là la phase B de la matière, cette matière qui est la matière fécale ou la matière des morts ou la matière des sangs ou la matière de l'urine ou la matière du bois, enfin, qui nous provoque aussi de la répulsion. Il y a une provocation, mais assez joyeuse, et, me semble-t-il, et très onirique, bien sûr. C'est drôle par rapport au texte d'Itzel, puisqu'il y a tout un passage, effectivement, sur la tête coupée. Hein. C'est drôle, ce choix que tu as fait, David, de ces 2 textes, et où il exprime, mais lui, là où il y a les points de suspension et les absences d'explication d'Itzel, voilà, lui, en revanche, il amène un élément où une tête coupée se nourrirait de tout l'ensemble du corps, et le corps n'est là que pour nourrir une tête. Enfin, il y a comme un répond, mais même un répond sur les choix d'écriture pour comment susciter le rêve, la rêverie, l'instant théâtral de chaque spectateur et d'une assemblée théâtrale quand même, avec la même image, mais traitée tellement différemment que je trouve que c'est exemplaire en fait pour qu'on puisse imaginer la richesse de la dramaturgie mexicaine. C'est comme si ces 2 textes étaient un point, je ne sais pas lequel serait le début ou la fin, ça n'a aucune importance, mais qu'entre ces 2 extrêmes peuvent s'inscrire vraiment énormément de démarches d'écriture de la dramaturgie mexicaine, qui est très liée elle a aussi la mise en scène, l'art du théâtre aussi, hein, qui me paraît très très puissant.
Donc, je trouve que c'est formidable, en 2 textes, l'ouverture de l'éventail total et qu'il y a des éléments, du coup, dans l'un et dans l'autre où on peut travailler à voir que les hypothèses de la dramaturgie pour éveiller à partir d'un même songe, d'un même objet qui fait rêver. Voilà ce que ça m'évoque un peu. Merci Sylvie, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou quelque chose à Itziel? ¿Quieres hablar de algo? Antoine? Tout le monde est raccord? Moi, je voudrais peut-être, pour ponctuer ce que vient de dire Sylvie, parler une petite minute, non pas du texte d'Alberto Villarreal, qui effectivement est un texte qui ne parle pas de représentation, en tout cas de mise en scène, mais dans l'ouverture que j'ai lue, qui traite d'hémorragie scénique. C'est-à-dire que dans la proposition d'Alberto, la mise en scène comme l'art du théâtre est revisitée en disant, il dit lui-même, ce texte n'est pas représentable, bien qu'il l'ait eu représenté, mais une hémorragie. Et le mot hémorragie est quand même très fort, hein, en termes d'image, en termes de réalité aussi. C'est quelque chose qui fait mal, qui dégouline, qui provient de l'extérieur ou de l'intérieur. Et je trouvais que c'était une notion intéressante, en tout cas riche pour le plateau et pour la lecture aussi, que de clore avec cette notion, parce que c'est aussi, même si c'est la journée mondiale du théâtre et que nous célébrons la francophonie, nous vivons quand même dans un état d'hémorragie. Pour ce qui concerne ce que vient de dire Sylvie sur l'éventail qui s'ouvre à partir de ces 2 dramaturgies, je crois que ce qui est important peut-être aussi de se souvenir, c'est pas autant le discours politique que la réalité de comment est-ce qu'on construit des passerelles entre, non pas des cultures et des sociétés, bien sûr que oui, mais entre des individus, tout simplement. Des individus qui sont loin ou qui sont proches. Et je crois que me souvenir que le travail de Sylvie, autant comme artiste que comme personne, s'attelle beaucoup à la question des passerelles, donc des liens, ce qu'on appelle des liens. Et peut-être que pour clore cette journée mondiale du théâtre, Sylvie, tu pourrais nous faire part de ces passerelles multiples et variées que tu tisses entre la France et l'Amérique du Sud, notamment. Tout ça vient quand même du fait que ma vie artistique, le reste on s'en moque un peu, ma vie artistique a été totalement bouleversée grâce à la traduction, c'est-à-dire que je travaillais sur des textes français, l'écriture contemporaine, beaucoup là-dessus, et à un moment j'ai eu la chance de lire un texte de Jimena Escalante, et donc et j'en ai mis en scène 4, 5, c'est devenu une sorte de sœur de l'âme, comme on dit, et de l'autre côté, et donc ça a donné une orientation totalement différente. Donc pour moi, la traduction, en fait, je trouve que c'est vraiment ça peut changer, ça change notre. Et c'est parce que j'ai lu de la traduction que j'ai commencé à apprendre l'espagnol, et donc apprendre une autre langue, c'est vraiment se déplacer dans le monde. C'est pas juste apprendre une langue, c'est ne plus avoir la même perception du monde. Et donc les traducteurs qui sont cette passerelle-là, je trouve que c'est vraiment extrêmement précieux individuellement et entre 2 pays ou entre 2 cultures de langue. Voilà, ça c'est mon préambule. Autrement, moi, puisque ma vie a été bouleversée par ça, j'essaie évidemment de permettre à d'autres de faire ces voyages extraordinaires. Donc, par exemple, à Lyon, il y a l'école qui s'appelle l'ENSAT, l'école de jeunes dramaturges, qui a une section dramaturgie. J'ai organisé, grâce aussi à un échange avec Jimena Escalante, un échange de 3 jeunes dramaturges français dont les textes ont été traduits au Mexique et créés à la UNAM, dans l'école, le Centro Universitario de Teatro. Et puis, en revanche, il y a eu 3 élèves de Jimena, qui était aussi l'enseignante de Itzel, qui sont venus en France, au NTH8 et à l'ENSAT. Et il y a eu une rencontre après entre tous ces jeunes dramaturges qui ont traduit les textes les uns des autres, par exemple. Ça a été une aventure très intéressante, très importante, je pense. Et aussi, ce que cette année, dans le NTH8, j'ai proposé à tous les artistes associés à notre saison, c'est un comité de lecture que nous avons appelé Pulpo, et qui propose des textes traduits et édités ou en cours d'édition d'Amérique latine, parce que nous intégrons à ça également des textes du Brésil, et tous les artistes du coup de
de ce théâtre que je co-dirige dans un collectif, nous avons consacré des journées entières à lire ensemble, à haute voix, les traductions, à sélectionner des œuvres, des textes qui vont être, pour certains, mis en voix, enregistrés, représentés, qui peut-être donneront lieu à des mises en scène, mais qui déjà, par leur profusion et leur diversité, je pense profondément à modifier notre perception du théâtre, l'a élargi énormément et nous verrons bien jusqu'où ça va. Bien sûr, les textes d'Itzel ont beaucoup touché les lecteurs et donnent envie de faire du théâtre. Ceux de Villarreal font plus appel vraiment à un poème scénique, donc c'est vraiment à prendre en compte comme poétique. Mais en tout cas, ce qui était beau, c'est de voir aussi même d'autres textes d'Uruguay que David nous a proposés, de Cuba. Il y a aussi et vraiment que tout un groupe, que dans un théâtre, tous les metteurs en scène, acteurs lisent ensemble tout au long d'une saison des textes traduits et en cours d'édition, puisque c'est un peu, c'est ça que je veux valoriser, moi, c'est le travail, là, effectivement, d'édition avant la représentation, ce que tu dis, non pas, c'est en amont, quoi. Et donc, des passerelles se créeront, et j'espère bien que ça permettra des résidences à nouveau de jeunes dramaturges ou de moins jeunes dramaturges mexicains ou d'autres dans notre théâtre, et que des dramaturges français pourront aussi partir dans les différents pays, notamment au Mexique, et que cette dynamique d'échange par l'écriture, vraiment, les échanges théâtraux et donc notre relation au monde réellement peut se déplacer. Pour moi, cette notion de déplacement par le voyage dans l'écriture est très importante, et c'est ce type de passerelle donc, que je mets en place, pas seul, hein, à l'intérieur du NTH8, où nous travaillons donc sur un collectif théâtral. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, les passerelles, effectivement, c'est dans les passerelles que nous nous sommes rencontrés. Peut-être préciser et clore sur le fait qu'il n'y a aucune passerelle plus importante que d'autres, que c'est l'ensemble des passerelles qui nous permet de tenir debout, en tout cas permet au corps de se rebiffer. Mais pour autant, j'aimerais souligner l'importance des passerelles que sont les comédiens et les comédiennes, non pas seulement comme des personnes qui transmettent un texte, mais qui font tenir les textes, pas seulement sur les plateaux, mais comme Charles et Christine viennent de le faire. Et je les en remercie en cette journée mondiale du théâtre aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde. Merci Antoine Spire, merci Claudia Pietri, merci Sylvie Mongin-Algon, merci Ingrid et Marion, et surtout merci Charles et Christine. Merci à vous. Et muchísimas gracias, Itziel Lara, pour avoir été avec nous. Muchas gracias, Alberto Villarreal également. Merci pour leur confiance, leur intérêt et sans doute la passerelle que nous sommes en train de continuer d'élaborer entre la France et le Mexique. Merci beaucoup à toutes et tous et à l'année prochaine pour la Journée mondiale du théâtre 2022.